Yeah, 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 it's ton boy Omega Supreme, aka The Numbers Guy. Men lie, women lie, numbers don't. Let's get it. Aujourd'hui, on commence avec Shine Bright Like a Diamond, baseball, MLB Finals. LA Dodgers qui ont remporté le World Series versus the Yankees 4-1. Mon cœur est brisé, mon équipe, les Yankees, qui se sont fait ramasser par les Dodgers de Los Angeles. Ça a vraiment été une série difficile et la pire des choses. Dans le dernier match, le 5e match, les Yankees gagnaient 5-0. Je répète, 5-0. Là, je suis content, je fais ma petite danse, je commence à tourner sur moi-même, je me dis, on est parti pour gagner les World Series. Et tu sais quoi? On a perdu le putain de match. On gagne 5-0 et on perd le match. Explique-moi ça comment? Le 5e inning a été une catastrophe pour mes Yankees. On gagne 5-0, je suis peinard, je suis tranquille, je commence à me chercher un petit cigare, je commence à me chercher un petit scotch, puis d'un seul coup, 1 run, 2 runs, 3 runs, 4 runs, 5 fucking runs! Puis c'est 5-5. On reprend l'avantage. 6-5, le sourire revient. New York, we there, we doing this. Et bien sûr, les Dodgers terminent et remportent ce match par une victoire finale de 7-6. Dans le 5e inning, les Yankees ont donné 5 runs, comme j'ai dit. Ils ont aussi fait 2 erreurs et 5 unearned runs. Le reliever Joe Kelly, c'est impoli. Le reliever Joe Kelly joue pour les Dodgers. Qu'est-ce qu'il dit sur le match? Il dit, c'était un mismatch cette série. Un mismatch, tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule. Les Yankees, the winningest franchise in history, et c'est un mismatch? Mais c'était un mismatch, il avait raison, mais ça fait mal quand même. Donc Kelly, c'est un ancien des Red Sox, donc c'est sûr qu'il n'y a pas d'amour pour les Yankees ici. Mais faire entendre par quelqu'un qui vient juste de te battre que lui, contre ton équipe, c'était un mismatch, ça fait vraiment mal au cœur. En plus, le connard, il dit, si nous procédions à un reclassement des équipes, eh bien, les Yankees seraient 8e ou 9e. Ta mère, 8e ou 9e, tu te fous de ma gueule. C'est quoi ça? C'est les Yankees de New York. Put some respect on our name. Mais, à la fin des fins, les Dodgers l'emportent dans un gentleman sweep. C'est quoi un gentleman sweep? C'est quand tu gagnes pas 4-0, un sweep, mais un gentleman sweep, tu leur laisses gagner un match, comme si c'était par pitié, comme des mendiants. Putain de prise de tête. En tout cas, c'était ça pour le baseball. Les Yankees qui perdent contre les Dodgers. Les Dodgers sont maintenant les champions du MLB en battant mes Loved Yankees. Mais le gros problème des Yankees, c'était mon gars, Aaron Judge. Aaron Judge, 6 pieds 7, 250 livres de muscles. Le meilleur joueur dans la MLB cette année, il a eu une saison historique. Non seulement il a fait le All-Star Game pour la 6e fois, il a frappé 3,22 avec 58 circuits et 144 points produits. Une machine de guerre. Mais on sait tous que le géant de 6 pieds 7, Aaron Judge, dans les playoffs, il devient un nain. Il devient un nimbus. Il fait 4 pieds 5 dans les playoffs. Vous savez c'est quoi son average dans les playoffs à notre ami Aaron Judge qui a frappé pour .322 dans la saison régulière? Il a une moyenne de bâtons inférieure à .2 en série éliminatoire. Il y a juste 2 joueurs dans l'histoire du baseball qui ont 200 at-bats dans les World Series ou plus et qui ont moins, dans les playoffs, qui ont moins de .20 de batting average. Aaron Judge, partenaire, toi là, géant de papier, tu ne peux pas être le meilleur joueur dans la saison régulière. Puis quand les playoffs arrivent, tu te transformes en je sais pas quoi, comme un gars qui a jamais joué au baseball de ta vie. C'est inacceptable. Donc les Yankees qui se font botter le cul par les Dodgers, 4-1, et notre meilleur joueur, Aaron Judge, disparaît encore une fois dans les playoffs et il y aura des comptes à rendre. Parce que quand tu joues pour les Yankees, tu joues pour l'équipe de Joe DiMaggio. Vous savez c'est qui Joe DiMaggio? Il sortait avec Marilyn Monroe. Un joueur des Yankees sortait avec Marilyn Monroe. C'est ça les Yankees. That's what's up. Mais toi, tu es dans cette lignée-là. Derek Jeter, vous le connaissez? L'ancien capitaine des Yankees. Il sortait avec Mariah Carey. Mariah fucking Carey. Alors toi, Aaron Judge, de tes 6 pieds 7, maintenant nouveau capitaine des Yankees, tu sors pas avec Marilyn Monroe, non. Tu sors pas avec Mariah Carey, non. Tu frappes en dessous de .20
en moyenne, dans les playoffs, t'es comme un gars qui bande pas. T'es comme un gars qui est super good looking, la fille te voit, elle se dit ça c'est un stud, tu la ramènes dans le lit, ça dure 2 secondes et c'est mou! C'est pas acceptable, ça se fait pas. Réveillez-vous, mes Yankees, on a toujours l'année prochaine, but this shit has to change. C'était le baseball. Dodgers, félicitations à vos fans. Et une dernière chose là-dessus, avant que je raccroche là-dessus, il faut que je dise quelque chose. Les Dodgers, ils ont sorti un MC pour présenter leur équipe à leur match à LA. Ce MC, vous savez c'était qui? Ice Cube. Yeah, that Ice Cube. Pas le gars des films. Pour les petits jeunes, le rap a commencé en 2015, bullshit. Ice Cube, c'est un des plus gros rappeurs de tous les temps. C'est pas juste un gars qui faisait des films d'enfants. Et eux, les Dodgers, ils sortent ça. Puis les Yankees, vous savez c'est qui qu'ils amènent? Pour faire sortir l'équipe, à New York, Game 5, dernière chance de remporter les Game Series, ils amènent Fat Joe. Non, ils amènent pas Jigga. Non. Ils amènent pas 50. Non. Ils amènent Fat Joe. Qu'est-ce qu'il a fait, Fat Joe, dans sa carrière? Qu'est-ce qu'il a fait comparé à Ice Cube? Mais c'est quelle honte, ça! Ils sortent Ice Cube, une des plus grosses légendes du West Coast rap. Et nous, on amène Mr. Leanback, Fat Joe. J'ai rien contre Joey Crack. J'adore Joey Crack. He is New York, that's for show. Mais come on, là! Vous vous demandez pourquoi on a perdu dans un gentleman sweep? Ils sortent Ice Cube, on sort Fat Joe, vous vous foutez de notre gueule, on est à New York, on a 250 millions d'MC, et le MC que vous pouvez trouver pour amener les Yankees, la meilleure équipe de tous les temps, c'est Fat Motherfucking Joe. Donc, on va se calmer, on va prendre une petite gorgée de drink, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. La prochaine fois, amenez 50 Cent. Thank you very much. Bon, ensuite, on passe à notre segment fou de foot. Le soccer, le football, le jeu le plus joué au monde. Et on va commencer du côté de la MLS. La MLS, bien sûr, c'est la Ligue de football nord-américaine, avec Messi qui jouait contre les Atlanta. Atlanta qui a éliminé notre équipe de Montréal, le Montréal FC, qui a été éliminé honteusement la semaine dernière par Atlanta. Et bien, cette semaine, Atlanta, il se tape l'Inter Miami et Messi. Ils gagnent le match 2-1. C'est sûr, c'est une série de 3 matchs. C'est loin d'être terminé. Mais quand même, ça vous donne une idée du niveau. Messi, il va falloir que tu te réveilles, partenaire. On dit que tu es le meilleur joueur du monde. On dit que tu es meilleur que CR7. On dit que t'es meilleur que Zidane. On dit que t'es meilleur que tout le monde. Pelé, Maradona, nomme-les. On dit que t'es meilleur. Tu viens jouer en Amérique du Nord où les gens jouent au soccer depuis 12 jours. Puis tu te fais ramasser par Atlanta. Atlanta, ils jouent au foot. Have you ever been to Atlanta? Atlanta, c'est hip-hop, c'est de la fry food, c'est des femmes absolument spectaculaires, c'est la culture. C'est pas le foot. Vous vous faites ramasser Inter Miami. L'équipe qui joue, soi-disant, avec le meilleur joueur au monde, vous vous faites ramasser par Atlanta? Honte à vous. Mais la bonne nouvelle pour les fans canadiens, on a une équipe canadienne qui reste, qui n'a pas été éliminée honteusement comme le Montréal FC. On parle bien sûr des Vancouver Whitecaps qui aussi dans leur premier match de première ronde contre les LA Galaxy ont donné une véritable fessée au LA Galaxy 4-1. Ils ont pris les LA Galaxy, baissé leurs pantalons et leur ont donné des slaps sur les fesses. 4-1, that's a big time blowout au soccer. So félicitations aux fans de Vancouver. Au moins, il y a une équipe du Canada qui fait quelque chose dans la MLS. Il était temps, bah c'est sûr, ça ne va pas venir de nos anciens Impacts, maintenant Montréal FC, qui sont bien sûr éliminés au premier round. Donc ça, c'est un peu sur la MLS. Rappelez-vous que c'est des séries de 3 matchs, donc il reste encore 2 matchs à gagner, mais ça commence mal pour l'Inter Miami et Messi, et ça commence aussi mal pour le LA Galaxy. Donc c'est peut-être pas une question d'avoir des superstars dans ton équipe, c'est une question de produire au bon moment. Maintenant, parlons de foot européen. Et qu'est-ce qu'il y avait cette semaine? Un événement énorme, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est quoi? C'est la plus grosse récompense individuelle pour un joueur de foot. C'est le meilleur joueur sur la planète. On donne ce trophée-là comme on donnerait, disons, un NBA MVP ou un NFL MVP. Ça veut dire que tu es le best of the best, tu es le crack des cracks, tu es le meilleur des meilleurs. Et cette année, on avait un grand favori dans le trophée Ballon d'Or. Son nom, c'est Vinicius Junior. Vinicius, le Brésilien qui joue bien sûr pour le Real Madrid,
Il a tout gagné l'année dernière. La Liga, la Ligue espagnole. Il a gagné le Champions League. Il a gagné tout sur son chemin. Et il n'a pas gagné le Ballon d'Or. Tout le monde pensait que Vinicius serait Ballon d'Or. Même moi, dans mon épisode précédent, j'ai dit que le Ballon d'Or va à Vinicius. C'est une machine de guerre. Il a tout fait. Il a tout gagné. Il joue pour le Real Madrid avec Mbappé, avec Bellingham, avec toutes les superstars. Mais non, à la dernière minute, il a commencé à avoir des bruits de fond. Les gens commençaient à dire, c'est pas Vini qui va le gagner. C'est Rodri de Manchester City. Je porte le jersey de Haaland ici pour Manchester City. Son coéquipier, Rodri, commençait à être vu comme le gagnant du Ballon d'Or. Et vous savez quoi? La cérémonie a eu lieu. Et Rodri, félicitations à lui, l'Espagnol gagne le Ballon d'Or dans un upset absolument incroyable. Pourquoi c'est un upset? Parlons un peu de statistiques. You know me, I'm the numbers guy, so we're gonna talk numbers. Vinicius, 49 matchs en 2023-2024, il a marqué 26 buts, il a fourni 11 passes décisives et il n'a perdu que 3 fois dans toute l'année, incluant une seule fois pour son club, le Real Madrid. Je répète, en un an, il a perdu 3 matchs. En 49 matchs joués, il perd 3 matchs. Il marque, je répète, 26 buts. Il fait 11 passes décisives et il ne gagne pas le Ballon d'Or. Vous vous foutez de ma gueule? Il faut qu'il gagne quoi? Il faut quoi? Il faut qu'il tourne le fer en or, comme le roi Midas? Il faut quoi? Il faut qu'il ramène la reine d'Angleterre de la mort? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour gagner un Ballon d'Or? God damn it! Non, Rodri l'a gagné. Et Rodri, parlons stats, parlons chiffres. Rodri, en 63 apparitions en club et pour son pays, a marqué 12 buts. Je répète, Vinicius, 26 buts, Rodri, 12 buts, et il gagne le Ballon d'Or. Mon Dieu, Madre Dios, c'est du n'importe quoi. Et il a fait 15 passes décisives. Mais attention, il faut être franc. Rodri, c'est un milieu défensif. Son job, c'est pas marquer des buts. Vinicius est un attaquant. Pour le Real Madrid, il est là pour remplir la cage. Rodri, sa job, c'est de protéger contre les milieux et les attaquants adverses. C'est de bloquer la parole. Donc quand il marque 15 buts, il faut comprendre que c'est des gros buts, là. Et Rodri, faut pas lui enlever. Il a gagné quoi? Il a gagné l'Euro avec l'Espagne. Le championnat d'Europe des nations, la plus grosse compétition en Europe, il l'a gagné. Et vous savez quoi, Rodri? Il était le MVP de ce championnat-là. Il a gagné l'Euro et a été MVP de l'Euro pour l'Espagne. Vinicius, ce qui lui a fait mal, c'est qu'avec son pays, Brésil qui n'a rien gagné depuis je ne sais pas combien de temps, il y a des enfants de 15 ans qui n'ont jamais vu le Brésil gagner. Eh bien, Vinicius, avec le Brésil, en Copa América, qui est leur équivalent de l'Euro, il s'est planté. Il n'a rien gagné. Et ça lui a fait mal. Beaucoup de gens accusent le racisme là-dessus, parce que Vinicius est un Brésilien noir, noir de peau. Il est plus noir que moi, mon Dieu. Je suis africain et lui, tu vois très bien de quel bateau il est venu, là, c'est clair. Et quand on voit que Vinicius est une personne qui dénonce aussi beaucoup le racisme dans les terrains de soccer, dans les terrains de football en Europe, parce qu'il y a des choses inacceptables qui se passent dans les terrains espagnols, italiens. Les gens lancent des bananes, insultent les joueurs de Monkeys et Vinicius, il dénonce tout ça. Donc peut-être qu'il s'est fait des ennemis. Peut-être que les gens lui ont dit, tu sais quoi, oui, tu as marqué beaucoup de buts, oui, tu as tout gagné avec le Real Madrid, mais tu sais quoi, c'est nous qui votons pour le Ballon d'Or et on ne te le donne pas. Ils ont fait du Django. Vous avez vu la scène sur Django, là, quand le gars il arrive, oh, I never seen an N-word sur un cheval? Ils lui ont fait ça au Ballon d'Or. Ils lui ont dit, t'es un N-word sur un cheval, on ne donne pas le Ballon d'Or, F you. Moi, je ne suis pas down avec ça. Je suis un grand fan de Rodri. C'est un très grand joueur. C'est un milieu défensif exemplaire. C'est un exemple pour sa communauté. C'est vraiment un joueur extraordinaire pour l'Espagne et probablement un des meilleurs milieux défensifs de tous les temps. Mais cette année, le Ballon d'Or, Vinicius Junior l'aura mérité. Il aurait dû l'avoir. Et vraiment, je trouve que c'est injuste. Je trouve qu'un joueur de cette portée-là, avec la saison qu'il a eue, devrait remporter la plus grosse distinction dans son sport. On va voir c'est quoi que ça donne l'année prochaine. Vinicius l'a pris en bon perdant. Il a dit, écoute, je vais faire tout ce que j'ai à faire, mais je vais gagner un Ballon d'Or un jour. On lui souhaite. Mais il faut se rappeler, Vinicius, il joue avec Mbappé, capitaine de l'équipe de France. Thank you. Champion du monde, thank you. Jude Bellingham, futur capitaine de l'équipe d'Angleterre, un tueur absolu. Donc, il y a beaucoup de joueurs dans sa propre équipe au Real Madrid qui ont la capacité de gagner le Ballon d'Or avant lui. Donc, tout ça, c'est à suivre. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que pour cette année, il s'est fait
cambriolé, c'est un braquage, c'est un vol qualifié, c'est un vol à main armée. Vinicius Junior aurait dû être le gagnant du Ballon d'Or. Maintenant, Girls Be Players 2 segment, on parle bien sûr du NCAA Women. Les femmes au basket, elles ont la cote en ce moment. On sait tous l'année dernière dans le NCAA, on parlait de Caitlin Clark, a.k.a. Female Steph Curry. Logo 3, Caitlin Clark, qui jouait pour Iowa, qui s'est rendue en finale et qui a définitivement révolutionné le jeu dans la WNBA, quoi que les gens le disent. Caitlin Clark, c'était un phénomène l'année dernière. Les stades étaient remplis dans le NCAA, dans sa petite équipe de Iowa, et Caitlin Clark, she was kicking ass and taking names. Et Caitlin Clark, elle est maintenant dans la WNBA. Donc, c'est-à-dire que les NCAA Women, il y a un new sheriff in town. Et le shérif, elle a un nom. Son nom, c'est Juju Watkins. Juju Watkins, c'est un véritable phénomène. L'année dernière, elle a marqué 27,1 points par match as a rookie. Première année, la fille, elle a 18 ans, elle sort du secondaire, elle joue devant des filles de 22 ans, incluant les Angel Reese, les Caitlin Clark et toutes ces grandes joueuses-là. Et la fille, elle arrive dans la ligue et elle marque 27 points par match, comme si de rien n'était. Juju Watkins, c'est smooth. Juju Watkins, c'est buckets. Juju Watkins, elle a peur de personne. Je la mettrai devant n'importe qui. Vous savez qui elle me rappelle? Elle me rappelle Juju Watkins. Elle me rappelle Melo. Une joueuse qui va, she's gonna get hers. She's gonna get her points. You cannot stop Juju Watkins. Et elle l'a prouvé en marquant 27 points par match l'année dernière et en prenant 34% des tirs de son équipe USC. Oui, le même USC, University of Southern California, avec un illustre alumni, avec le nom de O.J. Simpson, bien sûr, qui est probablement le joueur de USC le plus connu de l'histoire, pour des bonnes raisons, un excellent joueur de football, et pour d'autres raisons que je ne vais pas commenter parce que je ne veux pas qu'on se fasse bannir sur le channel et ainsi de suite. Mais vous savez tous ce qu'il a fait, O.J. Simpson. If the gloves don't fit, you must quit. Pour revenir à nos moutons, Juju Watkins, elle joue pour USC, comme O.J. Simpson l'a fait, comme Keyshawn Johnson l'a fait. C'est une équipe absolument illustre comme Reggie Bush. I was the first one to sleep, black man to sleep with a Kardashian, Reggie Bush. Yes, that Reggie Bush, Heisman Trophy winning Reggie Bush. Il a joué à USC, il a gagné un Heisman. Il est la personne qui a rendu Kim famous. Non, c'est plutôt Ray J. Mais bon, on se comprend. C'était un des premiers, disons, à l'amener dans le hood. On sait qu'elle a une préférence, la Kim. Mais anyways, ne nous éparpillons pas. Juju Watkins joue pour USC. Et il commençait la saison à Paris. Comme je vous dis, Juju Watkins, she's the truth. Elle commence pas sa saison en Californie. Elle commence pas sa saison en Iowa. Elle commence sa saison à Paname. Et elle jouait contre une équipe qui est Ole Miss, University of Mississippi, where Eli Manning went to school. Archie Manning went to school. Pour ceux qui savent, mes Giants fans comme moi savent très bien où est parti Eli Manning. Donc Ole Miss contre USC, c'était l'ouverture de la saison pour les USC Trojans. Et ça a été un match difficile pour Juju et USC. Ils ont gagné le match, Dieu merci. Mais c'était un match qu'on ne croyait pas être aussi serré. Ça a terminé par un score de 68 à 66. Ils ont gagné par 2 points. Et ces 2 points, c'était 2 points importants qui ont été marqués par le nouveau transfert, le renfort pour Juju Watkins. Comme s'il n'était pas assez bonne avec 27 points par match, ils sont partis lui trouver un joueur, une forward absolument incroyable qui s'appelle Kiki Irafen. Excusez-moi, Kiki Irafen. Et elle vient de l'université de Stanford, si je me rappelle correctement. Et c'est une joueur de centre absolument incroyable. Et elle a marqué les 2 derniers points sur 2 free throws à Paris pour gagner contre les Ole Miss Rebels. So, ça commence très bien l'année pour Juju Watkins. Ça va être la personne à suivre. Je vous dis, dans le college football, girls be players too. On a Juju Watkins à USC. On a Kate Beckers, comme ça que tu prends son nom et c'est écrit bizarre, mais c'est une espèce de nom de fou. Et s'il vous plaît, donnez à vos enfants des noms normaux, là. S'il vous plaît, là. Moi, là, je vais commenter du sport, je veux pas parler de Rico Shempov,
de Kirapainen, de Buchler qui s'écrit Bucher mais qui se prononce Bucher. Non, non, j'en ai marre. Donnez à vos enfants des noms normaux. On est en 2024, on peut faire quelque chose pour ça. Si ton grand-père, il a un nom foqué, le donne pas à ta fille, s'il te plaît. Parce que moi, après, je me retrouve à devoir répéter son nom de merde à mon audience. Et j'en ai ma claque. Alors, parents, si vous avez des noms foqués, prenez le nom de votre femme. Si, madame, vous avez un nom foqué, prenez le nom de monsieur. Mais arrêtez de nous casser les couilles avec ces noms de fous. Mais pour revenir, Miss Beckers à UConn, qui est aussi une grosse championne. Et on a aussi, bien sûr, le South Carolina Defending Champ, l'équipe avec des filles qui dunkent. Ils ont des filles qui dunkent! Vous vous rendez compte? Elles dunkent, mais normal! C'est même pas un événement. Les gens applaudissent même plus. Ces filles-là, elles arrivent, dunk, quasiment des reverse dunk, pas des petits dunks là, juste au-dessus du panier, bien cute. Non, non, la fille, elle dunk là, chaque dunk là. Elle traumatise les gens là. Tu vois les filles, quand elles se font dunker dessus, elles se mettent en boule. Elles savent plus quoi faire, elles se cachent dans un coin de l'aréna. Il y a quelque chose de fucked up qui se passe. Donc South Carolina ramène beaucoup de stock. Ils sont rank number 1. UConn est rank number 2. Et USC, avec notre héroïne de l'année, Juju Watkins, sont rank number 3. College football chez les femmes, ça va être absolument lit cette année. So, bonne chance à Juju Watkins et USC. Félicitations de cette première victoire de la saison. Et on va voir ce que ça donne pour le restant de l'année. Maintenant, il est temps d'un de mes segments favoris, Super Necessary. Pour ceux qui ne savent pas le concept, Super Necessary, c'est quand my black ass is gonna tear somebody a new one. Et cette semaine, Super Necessary s'adresse à Jerry Jones. Jerry Jones, c'est qui? C'est le owner des Dallas Cowboys. Jerry Jones, en 1989, il achète les Cowboys de Dallas pour 140 millions de dollars. Aujourd'hui, combien valent les Cowboys de Dallas? Ils valent 11 milliards de dollars. Je répète, I'm the numbers guy. Do the math. Jerry Jones, en 89, il achète les Cowboys pour 140 millions. Aujourd'hui, ils valent pas 145 millions, pas 150 millions, ils valent 11 putains de milliards de dollars. C'est la franchise la plus chère, la plus expensive dans le sport entier. Les numéro 2, c'est qui? C'est mes Yankees à 7,9 milliards. Donc Jerry Jones, on peut dire c'est un bon businessman. Il sait faire des affaires. Et non seulement en 89, il achète les Cowboys, ensuite, il gagne Super Bowl numéro 27, 28 et Super Bowl numéro 30. Dans ses 6 premières saisons comme owner de Dallas, Jerry Jones fait la meilleure transaction de l'histoire quand ça vient d'acheter une franchise, gagne 3 Super Bowls et on se dit, c'est parti forever. Et après, Super Bowl number 30. Mais le problème, Super Bowl number 30, c'était il y a 28 ans! 28 ans! Il y a des enfants de 20 ans qui n'ont jamais vu les Cowboys de Dallas, soi-disant America's Team, win a championship. Ça fait 28 ans que tu as fait la meilleure transaction du monde, Jerry Jones. Et ton équipe n'a plus jamais gagné le Super Bowl depuis. Il y a des enfants de 22 ans qui n'ont jamais vu les Cowboys gagner. Il y a des parents, il y a des grands-mères à 28 ans. Putain, on est en 2024. Il y a des grands-mères. Il y a du monde qui ont eu leurs enfants à 12-13 ans. Elles sont grand-mères à 28. Et elles n'ont jamais vu les Cowboys gagner un match. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette équipe? Donc toi, tu as fait ton cob. Tu as payé une équipe 140 millions, elle vaut 11 milliards aujourd'hui. Tu as gagné 3 championnats. On se disait, toute le fanbase des Cowboys, que tu allais ramener plein de championnats. Et tu sais quoi? Ça fait 28 ans que tu gagnes rien. Tu gagnes que dalle. Zilch, zéro, nada, no bueno. Ton crédit, il est pas bon. Comment tu peux être un milliardaire, avoir une équipe qui vaut 11 milliards et ton crédit, il vaut rien? C'est quoi ce bordel-là? Et les erreurs que Jerry Jones a fait, Jerry Jones, il est rendu vieux. Il est rendu sénile. Je ne veux pas dire qu'il est comme Biden et qu'il va commencer à tomber des escaliers, à raconter des affaires bizarres, à ne plus savoir où se promener, à devoir ne plus runner pour président des États-Unis, mais il devrait. Si on pouvait impeach quelqu'un dans le football, on aurait impeach Jerry Jones. Si Biden ne peut pas runner pour président, comment est-ce que Jerry Jones, qui n'a pas gagné depuis 28 ans, peut encore être le owner des Dallas Cowboys, soi-disant America's Team? C'est quoi ce bordel? Si t'es rendu sénile, mais vends l'équipe, elle vaut 11 milliards. Tu vas mourir dans 2 ans, t'as 150 ans, t'as 350 ans.
Mais vends l'équipe. Ton fils, il veut prendre la relève, laisse-lui prendre la relève. Mais non, tu t'accroches, Jerry. Tu veux le pouvoir. T'aimes ça être le owner des Dallas Cowboys. T'aimes ça pouvoir dire que, hey, regarde-moi, ce grand joueur-là, ben lui, il m'appartient, c'est moi qui signe l'échec. C'est ton ego. C'est ton ego, Jerry, tu le sais. Tu ne mérites pas d'être le owner d'une équipe qui est reconnue comme America's Team. Tu n'as rien gagné. T'es un perdant des perdants. C'est la honte. Même le Canadien a gagné une coupe avant toi. C'est quoi ça? Comment tu... T'es sans honte? T'es né après la honte. En Afrique, on a un statement, on dit, un gars, il est né après la honte. Donc la honte avait déjà, après ta naissance, la honte existait plus. T'es né après la honte, Jerry. C'est honteux d'être un owner comme toi. Et les erreurs que Jerry Jones a fait, il y en a des multiples. Pourquoi je dis qu'il est sénile? Première chose qu'il fait, il re-signe Ezekiel Elliott, le ancien running back de ses Glory Days. L'ancien meilleur running back de la ligue. Et Ezekiel Elliott, il a re-signé cette année. Qu'est-ce qu'il fait, Ezekiel Elliott? Il fait rien! Il n'a même pas joué le dernier match, ils l'ont mis sur le banc. C'est une décision de Jerry Jones, ça. Donc toi, tu ramènes un ancien running back et il ne faut rien. Et tu sais quoi? La pire des choses pour les Cowboys fans, c'est que non seulement il ramène Zeke Elliott, vous savez qui il aurait pu signer? Il aurait pu signer un arrière qui fait beaucoup de belles choses en ce moment, qui s'appelle Derrick Henry. Et Derrick Henry, il joue pour qui? Il joue pour les Ravens de Baltimore, and he's kicking ass and taking names. So Jerry Jones, il avait le choix entre Zeke Elliott ou Derrick Henry. Derrick Henry a 40 millions de verges par match, pause. Et Zeke Elliott ne faut rien. Il a choisi, bien sûr, Zeke Elliott. Way to go, bucko. Ensuite, le coach. Parlons du coach. Jerry Jones engage un coach qui s'appelle Mike McCarthy. Mike McCarthy, comment je pourrais le comparer à un personnage que tout le monde connaît? Je le comparais à Ned Flanders. C'est un coach de football qui a l'apparence et le comportement de Ned Flanders. Donc moi, si je suis un de ces joueurs à Jerry Jones et je dois aller dans les tranchées, je dois aller me botter le cul, risquer ma carrière, et je le fais pour un coach qui me rappelle Ned Flanders, qui est mou, il est mou comme un flan. Il est mou comme un ver de terre. Il est mou comme une limace. Il ne parle jamais un mot au-dessus de l'autre. Il parle toujours dans des clichés de coach que tout le monde en a rien à cirer. Et qu'est-ce que Jerry Jones a fait? Il est parti le chercher et vous savez quoi? Il lui a donné un contrat en 2020 de 5 ans d'une valeur de 4 à 7 millions de dollars par saison. Et vous savez c'est quoi le record de coach McCarthy pour les Cowboys de Dallas? 1 victoire et 3 défaites dans les playoffs avec les Cowboys. Donc, tu vas signer un coach qui a le comportement de Ned Flanders, qui ne gagne pas dans les playoffs. Tu lui donnes un contrat de 5 à 7 millions par année et le gars, il t'amène 1 victoire! Depuis 2020, on est en 2024, on va être en 2025 bientôt! C'est quoi ça? C'est quoi ça? It's super necessary to talk about this shit. C'est inacceptable. Et finalement, la plus grosse bourde de Jerry Jones. La plus grosse bourde de Jerry Jones, le quart arrière Dak Prescott. Commençons par le début. Son nom, c'est Dakota Prescott. T'as un quart arrière qui a un grand black de 6 pieds 4 et qui a un nom de white girl. Et tu penses que tu vas gagner avec lui? Son nom, c'est Dakota. Dakota. Et toi, tu as vu Dakota Prescott et tu t'es dit, ça va être mon franchise quarterback. Moi, je vais le signer dans un contrat faramineux. Et vous savez, c'est quoi le contrat de Dakota Prescott? Il a été signé pour un contrat de 4 ans, une valeur de 240 millions de dollars pour le contrat. 240 millions, c'est le budget de la santé de Montréal. 240 millions, on peut sauver tous les enfants diabétiques sur la planète avec ça. On peut sauver les Éthiopiens, les Sénégalais, les Dominicains, les gens qui ont des hurricanes. On peut sauver toute la planète avec cet argent-là et tu le donnes à un gars qui s'appelle Dakota. Dakota. Un nom de white girl. Et tu penses que ce gars, avec ce nom de white girl, va aller te gagner des championnats. Mais non. Donc Dak Prescott fait un salaire, excusez-moi, ma tension, il faut que j'écoute mon docteur, de 60 millions par année. Il fait 60 millions par année. 60 patates. C'est pas 60 000 pièces. C'est pas 600 000 pièces. Il fait 60 fucking millions par année, Dak Prescott. Vous savez combien fait Lamar Jackson, qui a gagné 2 MVP? Il fait 52 millions. Lamar Jackson,
le meilleur joueur de la NFL, fait 8 millions de moins par année que Dakota Prescott. Et ça, c'est les décisions de Jerry Jones. Jerry Jones, tu es sénile, tu es fou, tu as fait plein de cobs et tu n'as rien ramené à ton fanbase. Tu as un stade où on peut s'asseoir 100 000 personnes. Et une petite anecdote sur son stade de 100 000 personnes au Texas, là, quand le stade a été bâti, c'était le 3e plus gros high school stadium au Texas. Il y a 2 high school stadiums plus gros que le stade où les Cowboys jouent. Ça vous donne une idée à quel point c'est gros le football au Texas. Donc pour conclure, des super necessary segments. Retire Jerry, va dans une maison de retraite, trouve-toi une fille de 28 ans avec des fausses boules, passe du temps avec et crisse-nous patience. Sur ce, on s'en va sur notre segment Ballin' et on va parler de NCAA Man Basketball. NCAA Man, cette année, ce soir d'ailleurs, pendant qu'on enregistre, il y a un très gros match et un joueur, je vais vous demander de rappeler son nom, c'est Cooper Flagg. Cooper Flagg, a.k.a. White Jesus. Pourquoi White Jesus? Cooper Flagg, c'est un ailier de 6 pieds 9, 205 livres, qui joue maintenant à Duke. L'année dernière, il a gagné le Gatorade joueur de l'année. Il a récolté en high school une moyenne de 16,5 points, 7,5 rebonds et 3,8 assists par match à l'équipe très puissante de Monteverde High School, qui a produit beaucoup de joueurs de la NBA. Et il a gagné le championnat national. Parfait. Donc nous, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est absolument extraordinaire ce que ce jeune homme a fait. Pourquoi vous voulez retenir son nom? Parce qu'il est prévu d'être le premier choix dans la draft. Il est blanc, il est grand et il est long. Extra pause. Très long. Wingspan incroyable. Il bloque des shots. Il prend des rebonds. Il dribble le ballon. Il nous rappelle beaucoup Kevin Durant. Il a même des petits côtés LeBron. Oui, c'est exagéré. Oui, le kid a 18 ans. Il joue son premier match universitaire ce soir avec les Duke Blue Devils contre l'université de Maine. D'ailleurs, c'est un gars qui est natif du Maine. Mais rendez-vous compte. Un franchise player de 6 pieds 9 qui peut tout faire sur le terrain et qui, ne le cachons pas, est blanc. Ça vaut de l'argent dans la NBA. Ça vaut du marketing. On voit tout ce qui s'est passé avec Caitlin Clark. Je ne veux pas rentrer dans le colorisme ou quoi que ce soit, mais ça compte dans l'équation. Et combien de ballers blancs vous connaissez qui ne s'appellent pas Luka Doncic, qui ne sont pas nés en Europe? C'est un Américain. Il est extraordinaire. Il peut faire bien des choses sur le terrain. Il va être un des joueurs les plus prisés dans la prochaine draft et on l'attend comme le choix, le premier overall choice dans la NBA draft. Donc rappelez-vous du nom, on l'appelle White Jesus, a.k.a. Cooper Flagg. Il joue pour les Duke Blue Devils et l'année prochaine, votre équipe, ton équipe favorite, partner, ton équipe favorite dans la NBA, elle va tanker pour recevoir le choix de Cooper Flagg. So keep the name on it. You know where you heard it first. 2-minute warning, exclusive. Cooper Flagg got next. This guy's gonna be a beast. Finalement, nous nous retrouvons dans le segment de la pause de 2 minutes. 2-minute warning. Cut. So 2-minute warning. Aujourd'hui, on va saluer notre équipe. L'équipe qui rend Montréal très fier en ce moment, c'est les Alouettes de Montréal. Le Montreal Alouettes, qui bien sûr évoluent dans la CFL, qui bien sûr ont remporté un championnat de CFL très récemment. Et cette année, ils se retrouvent en finale de l'Est pour la 3e saison consécutive contre Toronto Argonauts. So, on va se taper dans la CFL, Montreal versus Toronto. Et comme on veut toujours souligner les Montréalais ou les équipes montréalaises dans ce segment qui nous rendent fiers, on doit saluer les Alouettes de Montréal. Et je sais qu'en tant que membre de Minorité Visible à Montréal, ça me fait mal au cœur, mais je dois saluer Pierre-Carl Pellado, le owner des Alouettes de Montréal. Il a racheté le club était pourri. Et Pierre-Carl, je dois l'avouer, t'as dead ça. Tu l'as dead pour une fois. Pour une fois, je dois le saluer. Et vraiment, you own the team wins. Et là, on est dans un match de la finale de la Coupe Grey. Donc, on est vraiment très fiers. On remercie tous les joueurs des Alouettes. On leur souhaite bonne chance dans la finale de l'Est. Et on va battre Toronto.
Petite stat de la finale de l'Est. Montréal a une fiche de 28-10 à domicile en série éliminatoire. On joue à la maison. Montréal a le premier match de finale de l'Est depuis 2012. Ça fait 12 ans qu'on n'a pas accueilli un aussi grand match à la maison. Ça va être le cas. Donc tous les Montréalais, tous les Montréalaises qui aiment le football, qui aiment la CFL, déplacez-vous au stade McGill. Allez voir jouer les Alouettes. Une grosse demi-finale contre Toronto. Et c'est la 4e participation consécutive en finale de division pour Toronto et la 3e saison de suite qu'ils jouent contre Montréal. Et on va les battre, on va leur botter le derrière. Donc félicitations, c'était votre 2-minute warning. Les Alouettes de Montréal, big thanks, big up, go get them, bring back the cup. Et finalement, merci à toute l'audience. N'oubliez pas de nous suivre. Suivez-les comme vous suivez vos ex. You know what I'm talking about? Suivez-nous comme vous suivez vos ex sur Instagram. Likez notre post comme vous likez les photos des filles un peu dénudées sur Insta, puis ainsi de suite. You know what to do. Follow, like, comment. Donnez-nous la force. On est là pour délivrer du bon content à chaque fois pour vous autres. Donc, on a un débat final. Notre débat final, il faut qu'on parle de Angel Reese. Angel Reese, cette jeune, très jolie demoiselle qui joue dans la WNBA, a reçu Shaquille O'Neal à son podcast. Elle voit Shaq, les deux ont joué leur basketball universitaire à LSU, Louisiana State University, et Shaq, qui est parti à la même école, a toujours considéré Angel Reese comme sa fille, comme sa nièce, et lui a donné beaucoup de force, beaucoup de bons conseils, mais là, Hank messed up. Il est parti au podcast de Angel Reese, et ceux qui savent ont vu qu'il y a quelques jours, Angel Reese était au show Wild 'N Out avec ce que je pourrais qualifier de Pum Pum Shorts. Donc, mademoiselle, en Pum Pum Shorts, Wild 'N Out, tout le monde l'a vu. Il y a des segments un peu partout sur TikTok qui soulignent la figure très intéressante de Angel Reese. Et bien sûr, je dis tout ça pour research purposes, c'est clair. On est dans le respect, on respecte les demoiselles à 2-minute warning. Mais il faut avouer qu'une basketteuse de 6 pieds 3 en forme ne laisse personne indifférent. Mais je ne suis pas l'oncle de Angel Reese, contrairement à Shaq. Donc pour revenir à nos moutons, Angel Reese reçoit son oncle Shaq à son podcast. Et puis, Shaq lui dit quelque chose à propos des booty shorts à plusieurs reprises que Reese a porté à Wild 'N Out. Il lui dit, on va traduire ça de l'anglais, bro, imagine-toi dans le même booty short que tu portais lors du Wild 'N Out, tu sais combien de t-shirts tu vas vendre, you tripping not doing that. Donc, il lui dit un peu comme tu devrais porter ces booty shorts un peu plus récemment. Angel Reese, qui est une jeune fille bien élevée du Sud, lui répond « OK, all right ». Elle essaie de changer de sujet. Tu vois que la madame, elle est un peu inconfortable. C'est un gars qu'elle considère un uncle figure qui arrive et qui lui dit que, basically, « You got a fat ass ». So, Shaq, qui ne sait pas lire le room at all, lui dit « You're not beautiful or good looking. You are gorgeous. » Tu sais, un move de vieux mononcle, là. Hey, Elvis Gratton, hey, Shaq, partner. La fille, tu l'appelles ta nièce. T'as 52 ans, t'as 30 ans de plus que mademoiselle. 30 ans de plus. Tu pourrais être son grand-père. Je sais qu'elle est en forme, mais à un moment donné, il faut choisir ton rôle. Soit t'es son mentor, soit t'es un father figure pour elle, soit t'es un uncle pour elle, soit t'es un lover boy. Angel Reese est une belle femme, on ne va pas se le cacher. Un homme ne va pas rester indifférent, mais il faut avoir un rôle, il faut être constant. We gotta protect our black women. Je ne veux pas commencer à porter mon cape, mais là-dessus, Hank, you out of bounds. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que Angel Reese n'est pas une femme attractive. Même pas parce que le advice n'était pas bon, c'est peut-être un bon advice au point de vue marketing, mais ce n'est pas ton rôle à toi sur la caméra, sur le podcast qu'elle vient de commencer à lui dire de porter des booty shorts, de lui dire « you're beautiful », c'est juste odd, c'est bizarre, c'est cringe. C'est cringe. C'est tout simplement cringe. Parfois, il faut reconnaître que tu as passé le stade où tu vas parler aux petites. Coller la petite, là, la chanson, là, coller la petite, là. Hein? Il y a une date d'expiration pour cette chanson-là. Hein?
C'est pas tous les doyens, tous les oncles, tous les papas, tous les grands-parents qui vont commencer à coller la petite. OK? Coller la petite, c'est pour les petits jeunes. Tu as eu 22 ans, on a tous eu 20 ans. À un moment donné, il faut laisser la place aux Young Wolf, il faut laisser la place aux Young Buck. C'est eux qui donnent les compliments aux jeunes filles. Et si la fille se sent inconfortable, si tu vois que la femme, elle répond et que tu vois qu'elle n'est pas bien dans sa peau, que le commentaire la rend mal, read the effing room. Read the room, Shaq, t'as plein de degrés là. T'es pas une personne non éduquée, t'as je sais pas combien de PhD, t'es une personne, t'es un exemple dans la communauté. Angel Reese, elle compte sur toi, il y a un trust factor. She trusts you. She sees you as a hunk. Commence pas à arriver et flirter. Man, il y a 40 millions de petites madames à Miami que tu peux faire ça avec. Fais pas ça avec une fille qui te considère comme son oncle. T'es un père. Et on est tous, comme je dis, moi je suis Angel Reese sur Instagram pour des raisons de recherche. Donc je peux comprendre que tu n'es pas insensible au charme de la demoiselle. Mais si elle te prend pour son oncle, si elle te considère une figure paternelle, have some respect for the young lady. There's a time, there's a way to say those things. Tu veux lui donner un advice pour le marketing, tu veux lui donner un petit move, pas de problème. Tu veux lui la complimenter, hey, you're looking good, it's okay. Mais fais pas ça comme un vieux mononcle, fais pas ton Elvis Gratton devant tout le monde and embarrass the young lady. And that's all. 2-minute warning. Merci de nous avoir suivis. I'm Omega Supreme and I'm out.